Salut! Alors, je profite du temps ultra estival pour faire une vidéo. C'est une très bonne idée parce que j'ai dû couper mon ventilateur pour éviter d'avoir un bruit de fond, ambiant, donc c'est très, très bonne idée. Donc je suis déjà en train de me liquéfier. Bref, nouvelle vidéo parce que je voulais, présenter les quelques romans de la rentrée littéraire 2026, du coup, qui vont arriver, et que j'ai repéré un petit peu pour, rajouter à ma pile à lire déjà bien trop grande. Voilà, en tout cas, ce sont les romans que j'ai repérés. Avant de faire Avant de vous lister mon repérage, je voulais faire un point, en fait, sur les envies de lecture. Et, euh, et en fait, ce sujet, en fait, j'avais commencé à écrire une infolettre sur ça. Je sais pas si des gens ne connaissent pas le fait que j'ai une infolettre, je mettrai le lien. Toujours est-il que je voulais aborder le sujet, en fait. C'était quand on est libraire, ou même quand on ne l'est pas, en fait, hein, ou, enfin, en tout cas, quand je dis libraire, j'aborde uniquement ça sous le prisme du libraire, parce que c'est un milieu que je connais, mais j'imagine que enfin, c'est pas du tout inhérent aux libraires. Je pense que plein d'autres professions du livre, autour du livre, ont le même problème, etc. Hein. Je parle juste de ce que je connais. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup questionné sur mes dernières années de librairie. En fait, c'est est-ce qu'on a vraiment envie de lire ce qu'on a envie de lire, en fait. Je m'explique, du coup. La rentrée littéraire de septembre, c'est, comme toutes les rentrées littéraires, l'occasion, évidemment, de voir revenir des auteurs qu'on a déjà lus, et des premiers romans, bien sûr, mais en tout cas de voir voilà, des nouveaux titres des auteurs qu'on a déjà lus. Depuis que j'ai arrêté la librairie il y a 8 mois, je me suis beaucoup posé cette question des livres que je repérais en fait, parce que je suis encore sur les réseaux sociaux pas mal d'éditeurs, pas mal de maisons d'édition, et en fait, il y a plein de bouquins que j'ai enregistrés là, et en fait, je me suis un moment posé la question, genre, mais est-ce que j'ai vraiment envie de lire ces trucs-là, ou est-ce que je suis juste encore dans une démarche, bah en fait, comme c'est le nouveau... Par exemple, le premier qui me vient à l'esprit, c'est le Delphine de Vigan. Elle a sorti un roman, alors si c'est pas cet hiver, c'était au printemps, mais bon, en tout cas, dans les 6 premiers mois de l'année. Et en fait, Delphine de Vigan, ça fait quelques années que je lisais ses romans à chaque fois. Et que je passais toujours des très bons moments. Enfin, voilà, il n'y a rien à dire sur Delphine de Vigan. Enfin, en tout cas, pour moi, voilà, c'était des bons moments, quoi. Enfin... Delphine de Vigan, elle fait partie de ces autrices qui, quand les gens arrivaient en caisse, en fait, avec le nouveau roman, demandaient régulièrement « Vous l'avez lu, du coup, est-ce que vous l'avez aimé ?» Comme, enfin, par exemple, Amélie Nothomb aussi fait beaucoup cet effet-là, où en fait, les gens nous demandaient beaucoup « Est-ce que vous l'avez lu ?» etc. Et donc, en fait, ça faisait quelques temps que je me disais, bah, les Delphine de Vigan, on a pas mal cette question. En soi, les thématiques, parce qu'il y a aussi quand même autre chose que juste répondre aux clients, mais les thématiques m'intéressaient, etc. Mais voilà, je passais des bons moments, donc j'y allais quand même avec plaisir vers cette autrice. Et en fait, là, son nouveau roman est sorti. Et en fait, vraiment, de prime abord, je me suis dit, trop bien, genre, je l'ajoute à ma liste, en fait. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, enfin, j'ai vraiment envie de lire ce que j'ai envie de lire. En fait, est-ce que ce truc du oh bah trop bien, je l'ajoute à ma liste pour le lire, est-ce que j'avais vraiment envie en fait de le lire pour mon plaisir personnel ou juste bah non parce qu'il faut un peu avoir lu aussi des grands noms machin etc. Et en fait je sais pas si j'ai encore réussi à me séparer un peu de ce truc très très professionnel du milieu de la librairie. Alors en soi ce que je suis en train de dire, ça comment on dit, n'engage que moi. Je sais que beaucoup de libraires ne fonctionnent absolument pas comme ça sur leur lecture, et encore heureux. Moi, je me suis mis, je pense, beaucoup de barrières, en fait, sur des choses parce que euh, je me suis un peu, des fois, vraiment orientée sur des auteurs et des autrices un peu plus mainstream, même si ça sonne toujours un peu négativement. En tout cas, c'est dans l'idée des auteurs qui sont un peu plus disons un peu plus connus, des gens qui vont faire la grande librairie, des choses comme ça, parce que je savais on avait une forte demande à la librairie et que je voulais pouvoir en fait
enfin conseiller ces ouvrages et en fait surtout bah, voilà, un peu répondre à cette demande de est-ce que vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Parce que je sais qu'on nous demandait souvent ça sur des auteurs plus, voilà, plus connus, on va dire ça, avec des guillemets un peu, mais... Donc voilà, et en fait je me suis longtemps posé cette question de, en fait finalement, est-ce que j'ai vraiment envie de le lire, ce nouveau Delphine de Vigan, ou c'est juste parce que comme je lisais les précédents, bah j'ai envie de voir par curiosité en fait ce que donne celui-ci. Mais voilà, et en fait je me suis toujours posé la question de est-ce que vraiment aujourd'hui encore je me force pas à m'intéresser en fait à des ouvrages ou des maisons d'édition qui en fait de base m'intéressent assez peu en fait, mais ont une production très grand public et du coup c'est une question aussi que moi, je me repose beaucoup, en fait, depuis que j'ai arrêté d'être libraire, où globalement, je connais à peu près mes goûts littéraires quand même, je sais les choses qui me plaisent à peu près à coup sûr. J'ai lu beaucoup de styles différents pendant toutes ces années, avec plus ou moins de plaisir pour tous les styles. Et du coup, je suis pas vraiment fan d'un style ou l'autre, je dirais. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment très très attachés à un tel ou tel genre, ou en tout cas vraiment des thématiques précises, etc. Moi, c'est pas forcément mon cas, mais du coup, je considère que j'ai pas vraiment de... Alors, c'est pas une bonne ou mauvaise chose, hein, je pense, mais j'ai pas vraiment de personnalité littéraire, en fait. En soi, sur le papier, c'est pas grave du tout d'aimer plein de choses et de... Voilà, mais c'est vrai que j'ai pas de goût marqué, je dirais. Voilà, c'était ce que j'avais envie d'aborder en fait comme question. Alors c'est une question qui vraiment est très vaste. Encore une fois, moi je ne prépare rien quand quand j'appuie sur enregistrer. Donc en fait, je devrais peut-être, hein. Mais voilà, je n'écris rien, je parle un peu comme ça. Donc du coup, ça va un peu dans tous les sens. Donc voilà, ceci étant dit, c'est une question qui m'interroge beaucoup. Et, euh, et du coup, c'est une question que je pose un peu, alors à tout le monde, mais du coup à des confrères, consoeurs dans le livre, ça m'intéresse aussi, de savoir en fait, est-ce que, enfin quand vous lisez des choses, en fait pour le boulot ou en dehors du boulot en soi, mais est-ce que vous vous sentez un peu conditionné par le métier, ou est-ce que vraiment c'est moi qui me suis voilà, mis des bâtons dans les roues pendant toutes les années où j'ai vraiment essayé de ratisser large pour plaire au plus grand nombre. Mais voilà, après en soi, ça fait un peu déprimant dit comme ça, mais j'ai lu plein plein de choses qui m'ont beaucoup plu et je me suis jamais non plus 100% empêchée de lire des choses qui me donnaient vraiment envie, même si c'était un peu plus confidentiel, etc. Donc voilà, donc je pose la question, est-ce que vous vous posez un peu cette question, enfin, je pose la question, est-ce que vous vous posez cette question euh, est-ce que j'ai vraiment envie de lire ce livre-là, ou est-ce que je suis un peu conditionnée par l'environnement livre, par la presse, la grande librairie, etc., ou même la clientèle, en fait, qui des fois peut mettre, pas une pression, mais en tout cas revenir à la charge à plusieurs reprises sur tel ou tel livre. Voilà, ou c'est vraiment que moi. Et dans ce cas-là, bah mince. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'était. Et donc on va passer, je vais changer un peu de layout pour la suite. Et heureux, on se retrouve du coup dans ce cadre. Très bien, regardez comment c'est trop beau. J'ai mis un fond d'écran HD qui n'apparaît plus du tout HD. J'ai l'air tout à fait rouge. Alors je sais pas si c'est à cause de la chaleur ou la balance des saturations de ma caméra, de l'ordinateur qui n'est pas très très performante. Il y a le bordel derrière moi, bon bref. Anyway, on s'en fiche. J'ai fait un PowerPoint. Et ça m'a fait vraiment gaulerie, comme disent les jeunes, de faire un PowerPoint. J'ai pas fait des animations, etc. Enfin, à part pour la première slide qui est en Arial. Mais je me suis dit que ça serait un peu plus facile que d'aller sur les sites et tout machin en termes de. Enfin voilà, bref. Je me suis dit que ça serait plus facile de faire un PowerPoint. Alors, j'ai isolé une toute petite dizaine de romans, je crois qu'il y en a même pas 15. Je crois qu'il y a vraiment 10-11, je crois. Je n'ai pas. Comment dire. J'ai vraiment fait les trucs qui me tentaient le plus, un peu à un moment T, quand je les ai vus passer sur les réseaux sociaux, tout de suite je les ai enregistrés, etc. Mais
Je me suis arrêtée déjà à la littérature. Je n'ai pas mis du tout de littérature de genre. J'entends par là la littérature non blanche, au sens où, on l'entend en librairie, en fait, hein, ce truc de... C'est mon micro. De vraiment pas de polar, pas de science-fiction, voilà, pas de littérature de genre, vraiment la littérature blanche en fait. Hein. Voilà, j'ai pas mis du tout de jeunesse, j'ai pas, enfin vraiment, je me suis arrêtée au roman. J'ai pas du tout regardé s'il y avait plus de romans français, plus de romans traduits ou quoi. Vraiment, j'ai pas fait gaffe, j'ai vraiment mis les trucs qui me donnaient envie. Euh, voilà, je sais pas du tout si je referai d'autres avec tous les autres genres, parce que vraiment ça va me prendre un temps, vraiment ça va me prendre un temps fou. Et de toute façon, je lirai jamais tout ça. Déjà là, je l'ai 11, je crois 11-12 que j'ai isolé. On verra si je mets la main dessus, disons. Mais voilà, donc voilà, ça m'a fait un peu rire de faire ça sur PowerPoint. On peut mettre un peu des fonds marrants. Vraiment, je trouve ça ouf, trop bien. Donc voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Il y a des éditeurs effectivement que j'ai un peu zappé alors que ce sont des éditeurs que j'apprécie en général. Enfin, vraiment, c'est pas du tout représentatif enfin de tout ce qui sort, évidemment pas, mais de tout ce que j'aurais vraiment envie de lire. Dernière chose aussi, il y a très peu d'indés. Il y a très peu d'éditeurs indés. Parce que en fait j'ai du mal à spot soit les Instagram, soit les programmes, etc. aussi de ces éditeurs-là. Parce qu'en fait là, pour le PowerPoint, je suis allée un peu gratter. Il y a certains éditeurs qui commencent à faire la promotion sur leurs réseaux sociaux, sur Instagram, de leurs nouveautés, mais c'est pas le cas de beaucoup en fait. Ça arrive tout petit, tout petit, tout petit à petit. Du coup, il y a des choses que je n'ai pas trouvées tout simplement. Et j'oublie des fois d'enregistrer. Enfin, je suis sur les réseaux, donc encore aussi beaucoup de libraires qui font des stories en fait sur des choses qui sortent à la rentrée et des choses qui m'intéressent pour certains beaucoup. Et, euh, et en fait, j'ai complètement bêtement oublié de faire des captures d'écran, donc je n'ai pas enregistré du tout ces choses-là, et je me souviens plus des éditeurs, etc. Donc ça me rend un peu triste. Mais voilà, c'est pas du tout un jugement de valeur sur certaines maisons d'édition. Parce qu'en fait là je vois en voyant mes slides du coup que j'ai pas du tout mis de rivage. Il y a plein de maisons d'édition comme ça. Enfin j'ai pas du tout été regarder ce que faisait Agulot à cette rentrée. Les éditions du sous-sol j'ai regardé un tout petit peu mais pas plus que ça parce que je crois que ce que j'ai repéré bah, c'était pas trop mon style, donc du coup, bah, je me suis pas arrêtée dessus tout simplement. Euh, Alors qu'en général, voilà, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Là, bon, bah, ça m'a pas accroché, des fois c'est comme ça. Mais voilà, il y a plein de maisons d'édition comme ça que. Enfin, j'ai lu des choses auparavant qui m'avaient beaucoup plu, et en fait, bah là, juste, j'allais pas m'étendre pendant 2 heures. Donc voilà, je fais ma petite dizaine. Je referai peut-être une dizaine au moment de la rentrée s'il y a d'autres choses, enfin, du coup, qui m'ont entre-temps, bah voilà, sauter aux yeux. Mais en tout cas, voilà, on va commencer avec ces 10-là. Regardez déjà l'animation de la page de titre, c'est par là, c'est dans l'autre sens. Voilà, donc vraiment, c'est un peu dégueu, hein, la présentation. C'est pas grave. Regardez, j'ai fait... Allô. Si professionnel, franchement, c'est trop bien. Donc, non, ça... Ah, raté. Oh là, j'ai tout cassé. Voilà, on recommence. Ça commence bien, yay. Alors, bon, je vais cliquer à l'ancienne, hein, mais... Casse-toi. Alors, ça m'énerve ce logo copilote dans le coin là. Ah, vous voyez pas mon curseur. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. On commence avec le nouveau Douglas Stuart qui sort aux éditions Globe. C'est traduit par Charles Bonneau. Douglas Stuart, j'avais lu le précédent Mungo, je n'avais pas lu le premier qui m'échappe. Ça m'énerve, ça m'échappe. Bref, donc ça c'est vraiment une capture d'écran un peu mal crop d'Instagram. Hein, donc voilà, désolé pour les gens qui ont aimé cette publication qui apparaissent là. Mais voilà, c'est traduit par Charles Bonneau, traducteur dont je suis beaucoup de travail, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Encore une fois, un roman social, de toute façon, Douglas Stuart, hein,
voilà, c'est son fer de lance. Là, ça se passe sur l'île de Harris. Tout juste diplômé, John le contraint à revenir à la maison et le garçon doit reprendre le fil d'une vie régie par le travail et la prière, par l'élevage des moutons et le rythme du métier à tisser. Alors que ses désirs se heurtent aux exigences de John et aux attentes de la communauté, Cal va mettre au jour le plus grand secret de son père, celui qui a brisé sa famille. Portrait saisissant, bon bref. Enfin, globalement, j'avais adoré Mungo, j'avais trouvé ça très dur, mais c'était magnifique, il y a une écriture magnifique. Bon bref, Douglas Stuart en soi, c'est pas trop... c'est pas un auteur très méconnu, hein, je trouve, aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, voilà, j'ai très très envie de lire John, fils de John, de Douglas Stuart. Ensuite, il y a Hilda Bustamante revient de Salomé Esper aux éditions Aux Forges de Vulcain. Il y a un autre roman Aux Forges de Vulcain que je n'ai pas mis dans cette liste parce que sur le papier c'est pas du tout mon style. C'est un roman de Claire Duvivier dont le nom La Dame de quelque chose. Je suis désolée, j'ai pas retenu le titre, mais c'est un roman qui est un peu de KPDP, etc., féministe, etc., qui a l'air très bien, mais que je n'ai pas mis dans cette liste parce que sur le papier, effectivement, c'est pas le KPDP, j'ai beaucoup de mal. Donc du coup, c'est pas quelque chose vers lequel j'irai de prime abord. Mais en tout cas, voilà, celui-ci déjà, j'adore la couverture. J'adore les compositions comme ça, ultra pop, etc. C'est un roman espagnol, je vois que, encore une fois, le crop est ultra mal fait. Franchement, c'est ultra pro, j'adore. Bon, là, on voit que... Oh, si, ça va, quand même. Hilda Bustamante a 79 ans et comme tout le monde, un jour elle meurt. Ce qui est extraordinaire à la stupéfaction de son grand amour, de sa petite fille et de ses copines de l'église, c'est qu'Hilda ressuscite. Son retour réveille des secrets que son entourage pensait enterrer avec elle. Pardon. Une amourette entre le curé et l'une des filles du groupe de prière, la relation d'Hilda avec un autre prétendant et la véritable raison derrière cet adultère. Ce roman raconte l'histoire d'Hilda et du merveilleux scandale de sa résurrection. Salomé Esper nous livre dans ce roman une tendre réponse à la question « Que laissons-nous derrière après notre mort ?» C'est traduit de l'espagnol Argentine par Hélène Serrano. C'est aussi pour ça que je me suis arrêtée sur ce roman-là, parce que, déjà, j'ai oublié de lire la première phrase, un roman solaire et drôle sur l'amour, le deuil et la transmission. Donc, ce sont des thématiques que j'aime beaucoup la littérature sur le deuil. Et c'est argentin. Et toutes les choses que j'ai pu lire venant de l'Amérique du Sud globalement, mais de l'Argentine, ne m'ont jamais déçu. Donc j'ai très envie de lire ce roman, ça a l'air très chouette. Ensuite, une rentrée littéraire pour Elsa n'est pas une rentrée littéraire sans les éditions de la Croisée, dont je pourrais encore vous parler longuement, mais je vais m'arrêter là parce que je l'ai déjà fait beaucoup trop de fois. Il y a alors je vais dire n'importe quoi, donc je vais pas le dire. Un roman de Sarah Levine qui s'appelle Fille paumée et perroquet. C'est traduit par Charles Bonneau. Titati. Alors super, j'ai mis les trucs pas dans le bon sens. Alors donc, audace, détermination, indépendance, fanfaronnade. Voici les 4 vertus cardinales que notre narratrice, 25 ans, jeune diplômée et paumée, attribue à Jim Hawkins, héros de L'île au trésor de Stevenson, qu'elle découvre un jour d'oisiveté sur son canapé de New York. À la lecture de ce livre pour jeunes garçons, elle a une illumination et décide d'appliquer à elle-même ses préceptes de vie. Avec pour tout compagnon un perroquet agaçant prénommé Little Richard, notre héroïne n'est pas au bout des embûches qu'elle sème sur son propre parcours. Fille paumée et perroquet est l'histoire de l'obsession littéraire d'une fille bien décidée à fuir ses responsabilités, n'est-ce pas le rêve de tous? Premier roman paru il y a 15 ans, entré dans les annales de la littérature loufoque et pour la première fois traduit en France. Comédie familiale déjantée portée par la voix hilarante d'une héroïne peu recommandable. Fille paumée et perroquet auscultent par l'ironie mordante le modèle américain fissuré et le désespoir contemporain, comme si Holden Caulfield de l'Attrape-Cœur partait à l'aventure avec Otessa Moshfegh, mon année de détente et de repos. Moi, ça m'a convaincu à la première phrase, de toute façon, j'ai très hâte. Voilà. Et puis, vraiment, j'adore cette couve. Elle est très réussie. Vraiment, le contraste bleu-roux, c'est très réussi. Voilà. Et donc, on a également à la croisée pour cette rentrée, traduit de l'anglais par Nathalie Bru, un roman qui s'appelle La couleur qui vous plaira de Suvankam Tamavongsa. Désolée, je l'ai très sûrement écorché, ça me gêne beaucoup. Alors, qui raconte l'histoire de Ning, qui fut boxeuse autrefois, mais pour les clients de ce salon de manucure, elle n'est qu'une employée parmi les autres, prénommée Suzanne.
Les Suzanne polissent et vernissent les ongles, conseillent les clients sur la couleur qui ornera leurs mains. Elles sont aussi une oreille attentive et discrète aux confessions que les clients laissent échapper, dépits amoureux, professionnels, familiaux qu'elles suivent au fil des rendez-vous. Les Suzanne, elles, sont émigrées et partagent avec facétie et bonheur une langue que les clients ne comprennent pas. Leur quotidien est fait de précarité, de soumission et du rêve farouche de s'en sortir. En l'espace d'une journée routinière dans ce salon des Suzanne, un événement inattendu vient catalyser les craintes et les espoirs des jeunes femmes. Par la confession tendre et impertinente de son héroïne narratrice, La couleur qui vous plaira est une réflexion fine sur les instituts de beauté, lieu du soin du corps et des âmes, ainsi qu'une peinture subtile de la vie des immigrés, dans sa complexité, sa tristesse et sa force de vie. C'est une rentrée qui a l'air assez fun chez La Croisée cette année. Voilà, j'ai pas l'impression qu'on va trop pleurer, donc c'est cool. Alors, ensuite, aux éditions du Typhon, j'ai repéré De bêtes et d'oiseaux de Pilar Adón, roman espagnol, traduit de l'espagnol par Michel Ortuno. De bêtes et d'oiseaux de Pilar Adón est un roman à l'inquiétante étrangeté, c'est l'histoire d'une panne d'essence qui va amener Coro, une artiste hantée par la disparition de sa sœur, à trouver refuge au sein d'une mystérieuse communauté de femmes. C'est une histoire remplie de rites, de célébrations, de terreur et de beauté. C'est un livre à la mécanique implacable, construit comme un thriller qui joue avec les attentes des lecteurs et des lectrices. Voilà, celui-ci m'a donné très envie également. Je trouve la couverture très très belle aussi. Il m'a donné plus envie que l'autre, c'est pas du tout... Enfin voilà, je sais pas. Des fois ça se contrôle pas en fait, juste la couverture m'a plus attirée que l'autre, etc. Voilà, c'est comme ça, c'est pas méchant. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas lu de roman un peu sororal. J'en ai vu plusieurs passer chez les maisons d'édition, etc. Il y en a plusieurs qui m'ont donné très envie. Je me suis pas trop arrêtée dessus parce que j'en ai lu beaucoup à une époque. Voilà, je sais pas trop. J'ai fait un peu une overdose, je crois, de cette thématique-là. Donc voilà, celui-ci me donne envie parce qu'il y a en plus ce côté un peu thriller, un peu mystère, etc. qui me bottait bien, les éditions du Typhon. Je suis pas du tout une experte de leur catalogue, mais j'en ai lu quelques-uns et j'aime beaucoup cette maison d'édition. Donc voilà, je sais que je vais pas forcément être déçue ou quoi, en tout cas. Ensuite, aux éditions Le Gospel, j'ai repéré Les Quelqu'unes de Amélie Hamad, parce que pareil, en fait la couve, elle est incroyable, je trouve. Entre la police, ce rose et cette gravure au centre, je trouve ça incroyable, en vrai, j'adore. C'est un roman français. Titata, qu'est-ce qui ça raconte? Elles ont grandi dans une petite ville ouvrière du Nord où l'on s'ennuie, où tout se sait, où il n'y a pas d'avenir. Leur amitié est un havre fait de secrets, de joie et de chagrin partagés, d'une passion commune pour les faits divers et de séances de spiritisme forcené. À la sortie de l'adolescence, Insaf part étudier la médecine à Lille, quand Mandy, elle, reste. L'une découvre la vie en coloc, ses premières fêtes et en trouvant un futur tout tracé. L'autre enchaîne les jobs laborieux, ressasse le passé, un crime local en particulier, un féminicide datant des années 90 l'obsède. Quel secret l'usine désaffectée des Mourons peut-elle cacher? Aux yeux de Mandy, seul Insaf peut lui venir en aide. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien, tout simplement. J'aime bien les histoires d'amitié aussi, comme ça. Enfin, je sais pas, en fait, tout me donnait envie. Genre, vraiment, l'enquête, etc. Non, vraiment, ça a l'air super. Ensuite, il y a un nouveau Philippe Jaénada. Voilà, je suis pas objective sur Philippe Jaénada. J'adore ce qu'il fait. Alors voilà. Voilà, j'adore ce qu'il fait. Donc voilà, il y en a un nouveau. C'est voilà, je le spot. C'est normal. On est encore, de façon, dans du grand Jaénada de 75 ans plus tard. Il reprend l'enquête sur une jolie jeune femme qui est retrouvée morte, quai de Javel en bord de Seine, et identifiée le lendemain. C'est Louise Canso, le modèle le plus demandé par les peintres de Montparnasse. Voilà, j'adore. Voilà, du grand Jaénada. J'ai pas grand chose de plus à dire, juste ça me donne très envie. Voilà, c'est chez Flammarion, faut le noter. C'est pas chez Mia les Barreaux. J'aime bien voir ce genre de petites choses, je sais pas pourquoi. En tout cas, il y a un nouveau Philippe Jaénada, yay! J'ai pas vu le nombre de pages. J'espère qu'il va pas faire 800 pages. Et en même temps, 800 pages de Jaénada, on en redemande toujours. Donc, trop chouette. Ensuite, chez Actes Sud, qui est une maison d'édition que
que je lis peu, très honnêtement. Je sais pas, je sais pas pourquoi. Cette année, en fait, un éditeur que j'aime beaucoup, qui est passé des éditions de la Peuplade à Actes Sud, que je suis sur les réseaux, en fait, bah forcément fait de la publication pour cette nouvelle maison d'édition, ce qui est normal. Et on parle très bien de ce roman, Anne Godard, qui s'appelle Nous aussi, que j'ai aussi beaucoup vu sur les réseaux, ça y est, parce que beaucoup de libraires et de, j'imagine, influenceurs, que sais-je, commencent à recevoir les services de presse. Et celui-ci, je l'ai beaucoup vu tourner. J'en ai vu beaucoup de bien, ça a l'air d'être un roman très difficile. Alors, au résumé, je ne sais pas si c'est ça, mais je pense que ça parle d'inceste en tout cas, ou de violence intrafamiliale en tout cas, donc voilà, trigger warning sur ça. Mais en tout cas, je vois des avis dithyrambiques, ça qu'on dit. Enfin, genre tout le monde a l'air d'adorer. Ça a l'air extrêmement bien écrit, enfin, très très fort. Bon, la thématique fait que aussi, mais voilà, ça a l'air. Voilà, donc je le rajoute à ma liste aussi parce qu'effectivement, moi ça m'interpelle beaucoup. La photo est incroyable, je trouve, de couverture. Vraiment, cet enfant a les yeux perçants, là, c'est... je pense que vous voyez pas très bien l'image, mais en tout cas, voilà, c'est... Yay! Ça a l'air vraiment très bien. Ensuite, alors, j'ai repéré le nouveau Thomas Pynchon. Alors, auteur que je ne connais pas du tout, c'est la couverture anglaise, je n'ai pas trouvé la couverture de chez Bourgois. Ni le traducteur, ni ou la traductrice, je suis désolée, vraiment c'est très... En tout cas cette couverture est très belle, de la couverture originale. Je ne connais pas du tout Thomas Pynchon, j'en ai jamais lu. En tout cas quand j'ai lu ce résumé, je me suis dit c'est que des choses que j'aime. Ça se passe à la fois en Amérique et en Europe des années 30, et ça fait voler en éclats les codes du roman noir pour évoquer de manière très actuelle la montée du fascisme dans le monde. Voilà, des thématiques que j'adore, c'est pas une nouveauté. Alors, Milwaukee, début des années 30, à quelques encablures de Chicago, la dépression bat son plein, la fin de la prohibition approche à grands pas et des heures sombres s'annoncent. X. McTaggart, ancien briseur de grève devenu détective privé, pense avoir trouvé un emploi stable jusqu'à ce qu'on lui confie une mission d'apparence routinière. Retrouver l'héritière d'une grande fortune de l'industrie fromagère qui a fugué avec un clarinettiste de swing. On dirait un synopsis de roman pour enfants. L'industrie fromagère, tu sais, avec des souris, quoi. Tu vois. Bon, je m'arrête là parce que le résumé est très long. Je vous invite, évidemment, j'aurais dû le dire au début, à mettre pause, évidemment, à chaque slide, pour, éventuellement, si ça vous intéresse aussi, déjà lire ces résumés qui sont extrêmement longs, notamment pour celui-ci. Et puis, voilà, noter, bien sûr, si jamais il y a des choses que vous n'aviez pas déjà repérées, parce que, encore une fois, ce ne sont pas des éditeurs très obscurs, voilà, etc. Et encore, j'aurais pu mettre du Albin Michel, etc. parce que j'ai repéré des trucs chez Albin Michel, mais bon, c'est pas grave. Donc celui-ci, en tout cas, me donne très très envie. Ça balaye plein de thématiques que j'aime beaucoup. Vraiment, ça a l'air top. Ensuite, chez Marchiali, alors c'est le seul ouvrage qui n'est pas de la littérature blanche à proprement parler que j'ai mis dans cette liste. Parce que, alors déjà, j'aime beaucoup Marchiali, et en plus la thématique, bien sûr. Donc, Not Born in the USA de Sébastien Bonifay, sur la route à la rencontre des écrivains américains. Qui me connaît un petit peu sait très bien que j'ai une passion pour l'Amérique, les auteurs américains, états-uniens. Donc, vraiment, j'ai vu ça, je me dis, oh my god, ça a l'air trop bien. Donc, en ancien libraire, Sébastien Bonifay, du coup. Dans sa librairie encore, Sébastien Bonifay a lu compulsivement de la littérature noire américaine. En 2016, alors que Trump est à peine élu, il part aux États-Unis sur un coup de tête, rencontrer les auteurs de son panthéon personnel. Qu'ils soient illustres ou reconnus, ils racontent tous l'Amérique des marges, celle des oubliés et des perdants, celle d'où ils viennent. Voilà, c'est 100% ce que j'aime, j'adore lire dans les romans américains. Donc c'est évident que j'ai très très envie de lire cet essai, road trip, etc. Voilà, ça a l'air trop bien. Et pour terminer, le nouveau Bérénice Pichat, aux éditions Les Avrils. J'étais passée à côté de La Petite Bonne. Je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas rattrapé quand il est sorti en poche. Enfin, vraiment, ça a été... Voilà, je suis passée à côté. Enfin, vraiment, il n'a jamais voulu se mettre dans mes mains, ce roman. Donc, du coup, je me suis dit, autant rattraper en lisant potentiellement, en lisant son nouveau, qui se passe à Paris en 1943. La faim règle les journées, la peur dicte les choix, et la frontière entre résistance et compromission se floute dans les arrière-cours.
Servan veut vivre son adolescence et ose enfin s'engager dans un réseau secret. Paul, trafiquant désenchanté, navigue entre les camps, persuadé que tout s'achète, même la liberté. Mais bientôt, Vichy resserre l'étau, les dénonciations font rage, et l'histoire implacable ne pardonne ni les illusions, ni les faux semblants. Et en plus, c'est encore une fois sur une période historique que j'aime beaucoup. Donc voilà, je trouve la couverture très très réussie, je ne connais pas du tout ce tableau. Voilà, pour mon petit repérage, mon petit repérage de la rentrée littéraire. Je me répète, mais effectivement, on n'est pas sur de l'éditeur indé, on n'est pas sur des choses inconnues, etc. Désolé ou pas, je sais pas, mais en tout cas, voilà, moi c'est ce que j'ai repéré. Je demande qu'à découvrir toujours plus, hein, donc vraiment n'hésitez pas sur Instagram et tout à m'envoyer vos... Ah, mais moi j'ai repéré ça chez des plus petits éditeurs, etc. Parce que franchement, la pile à lire est trop longue mais n'est jamais assez longue. Donc franchement, c'est toujours avec plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais terminer rapidement sur si vous suivez un petit peu tout ce qui est actualité littéraire au sens très très large du milieu du livre, etc. Vous avez vu probablement que c'est pas jouasse en ce moment, que ce soit les librairies indépendantes ou les maisons d'édition en règle générale. Mais là, surtout, on a beaucoup entendu parler récemment d'un distributeur qui s'appelle Macassar, qui est un... Alors, ce que nous, on appellerait un petit distributeur, malgré la grosse quantité d'éditeurs, hein, c'est pas du tout péjoratif ou quoi, mais voilà, qui est un plus petit distributeur qui a qui a depuis bien longtemps maintenant des gros problèmes notamment surtout financiers, et qui en fait a creusé sa dette en fait là courant 2026 et en fait menace très très fortement de faire faillite. Et donc en fait de laisser une très 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 grosse majorité de ses éditeurs sur le carreau. Donc c'est très angoissant parce que ce sont des maisons d'édition qui sont pour la plupart jeunes, petites, qui n'ont pas la puissance en fait hein, d'un Actes Sud, d'un Flammarion ou voilà, même d'un Globe, hein, très honnêtement. Donc du coup, enfin voilà, je vous invite à regarder sur les réseaux sociaux, en fait, à chercher un petit peu hein, en fait, Macassar, vous allez trouver de toute façon des informations, la liste des éditeurs qui sont concernés notamment, qui pour le coup, en fait, pour la plupart, cherchent absolument à trouver un nouveau distributeur. Bon, après, je suis pas dans leurs fils de conversation, etc., donc j'ai pas envie de m'avancer sur tout. Mais en tout cas, voilà, ce sont des maisons d'édition qu'il faut soutenir. Vous pouvez commander sur leur site internet en direct. Ils en ont presque tous, je pense. J'aurais dû préparer une slide sur ça, je suis désolée, là je parle un peu, mais c'est pas très illustré. Mais en tout cas, voilà. Vous pouvez commander sur leur site internet directement. Vous pouvez aussi passer en librairie indépendante pour les commander. Les librairies indépendantes ne peuvent plus commander chez Macassar parce que Macassar refuse les commandes au vu de leur situation. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu là récemment. Parce que je travaille encore dans le livre et j'ai des commandes qui ont été passées chez Macassar qui n'ont pas pu aboutir. Donc, je suppose du coup qu'effectivement, ils ne peuvent pas honorer les commandes. Donc, votre libraire peut quand même commander les ouvrages directement en fait, sur les sites des éditeurs, en les contactant directement. Il y a toujours des formulaires de contact, etc. Je me permets d'ajouter que je pense que beaucoup de libraires ont la flemme de faire des commandes, ce qu'on appelle un peu directes auprès des éditeurs comme ça, parce que ça inclut des envois de mails, enfin des échanges de mails, etc. et des délais un peu plus longs. N'hésitez pas à les pousser un petit peu en disant, franchement, ils sont dans la galère, tous ces éditeurs, et on peut pas se permettre de perdre plus de monde dans la chaîne du livre. En fait. Donc, vraiment, pousser un petit peu. Voilà. Et au pire, effectivement, voilà, commander directement sur le site des éditeurs. Mais voilà. Je pense qu'on est dans une période qui est très compliquée pour le milieu du livre en règle générale, vraiment pour tous les acteurs. Et vraiment,
Enfin, faut soutenir, au maximum comme on peut tout ça. Donc voilà, je vous invite à vous renseigner en tout cas sur cette crise qui frappe le milieu. Et voilà, en espérant en tout cas vous avoir donné envie de découvrir de nouvelles choses, ou en tout cas ça vous aura dit ah oui j'avais repéré ça, bon bah vraiment ça me donne envie, je sais pas. Mais voilà, je verrai si je fais un deuxième épisode ou pas. Enfin, genre avec de la BD ou des choses comme ça, je sais pas. Mais bon, bref, en tout cas, je m'arrête là parce que ça va faire déjà encore une grosse vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, si vous êtes encore là. Et puis, bah, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.